m'appelle Daniel Mazzotti, j'ai 72 ans, je fonctionne toujours comme météorologue actif. J'ai commencé ma vie professionnelle par le dessin, comme dessinateur en bâtiment. Ensuite, j'ai fait la physique, comme laborant en physique, en spécialisation géotechnique, géologie. J'ai fait un court passage en archéologie d'une dizaine d'années environ, pour arriver ces dernières 20 ans, enfin depuis 1998, à la météorologie. J'ai suivi des cours il y a une vingtaine d'années chez Météo France pour obtenir le certificat de météorologie générale. Alors, la pression atmosphérique est simplement le résultat du poids de la colonne d'air qui se situe au-dessus de notre tête. Et puis, bien entendu, plus on va être bas, plus la pression va être haute, c'est-à-dire au bord de la mer, la pression sera plus élevée que si on se situe sur une montagne à 3000 mètres d'altitude. Et puis, cette pression, elle varie. Elle va varier au cours de la journée, c'est-à-dire les masses d'air vont se déplacer, il y a des masses d'air qui vont être plus lourdes, des masses d'air plus légères, et ces masses d'air vont rester indépendantes l'une de l'autre, elles ne vont jamais s'interpénétrer, et c'est ce qui va créer ce que l'on appelle des anticyclones ou des dépressions. Ces masses d'air circulent sur nos régions d'une direction de l'ouest qui va en direction de l'est, en règle générale, mais bien entendu, on peut trouver des masses d'air qui se déplacent de manière totalement aléatoire. C'est rare, mais ça existe. En règle générale, on estime qu'en dessous de 1013 hectopascales, nous nous trouvons dans une situation de basse pression. Et au-dessus de 1013 hectopascales, nous nous trouvons, en règle générale, dans un anticyclone. Mais il faut faire très attention parce qu'à l'intérieur d'un anticyclone, on peut trouver ce que l'on appelle en altitude, à environ à 5-6 000 mètres d'altitude, une goutte froide. Et cette goutte froide va fonctionner comme un aspirateur, c'est-à-dire va prendre l'air humide et chaud en basse altitude pour la faire grimper, pour créer un cumulonimbus. Donc on aurait, dans ce cas-là, un nuage d'orage en pleine zone anticyclonique. Ce qui est intéressant de savoir également, c'est que d'une zone de haute pression à une zone de basse pression, il va se créer un déséquilibre dans les masses d'air, et ce déséquilibre va être rééquilibré en créant ce que l'on appelle le vent. Alors le vent, en général, sort d'un anticyclone dans le sens des aiguilles de la montre pour rentrer dans une basse pression, dans une dépression, dans une circulation anti-horaire. Les principaux vents que l'on peut retrouver sur le lac, en général, ce sont la bise, qui vient en règle générale du nord, ce sont des vents très froids, mais qui n'amènent en général pas de mauvais temps. On a également le föhn, donc l'effet de föhn est dû simplement à la compression de l'air qui passe par-dessus une crête de montagne, et comme on est dans une masse d'air qui est stable, la masse d'air va avoir tendance à redescendre au même niveau que son départ. Et comme on va descendre, donc on va compresser le gaz atmosphérique, ce qui va créer un réchauffement de la masse d'air. Bon, il est clair que, par exemple, sur le Léman, on va appeler la veau d'air le föhn, ou le föhn la veau d'air, etc. On peut avoir également des föhns qui viennent du nord, par exemple dans la vallée du Rhône. On a couramment des föhns de nord, c'est-à-dire des vents de nord qui arrivent sur les chaînes de montagnes des Alpes bernoises ou vaudoises, puis va redescendre dans la vallée du Rhône en se réchauffant également.
Alors, lorsque l'on voit des nuages qui ont la forme de dalles allongées, stratiformes, ce sont les stratus, stratocumulus, en règle générale, on n'est pas trop inquiété pour l'arrivée du mauvais temps. Tandis que si on a des nuages, et ça on les trouve très souvent au contact du front froid. Donc le front froid, c'est une masse d'air froide qui va chasser l'air chaud en altitude, qui va fonctionner un peu comme un chasse-neige. Et les masses d'air en montant vont former tout d'abord des cumulus, qui ne sont pas très dangereux, pour devenir des cumulus mediocris, cumulus congestus, et pour finir au fameux cumulonimbus, qui est le nuage d'orage par excellence. Quand on a la formation du cumulonimbus, il faut faire très attention aux rafales de vent. On peut avoir des rafales de vent qui sont ce qu'on appelle le front des rafales, c'est-à-dire la masse d'air va descendre à l'intérieur du cumulonimbus pour s'écraser au sol et en s'évasant, créant des rafales qui peuvent être extrêmement dangereuses. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que les cumulonimbus, en général, sont liés à des déséquilibres locaux de la pression, ou bien le cas contraire, qui est vraiment un truc assez bizarre, c'est ce que l'on appelle des situations de marée barométrique. C'est-à-dire on a des faibles gradients de pression sur des très grandes surfaces et qui va permettre au sol de la surchauffe du sol, qui va permettre l'ascension de la masse d'air humide qui va former le cumulonimbus. Le danger le plus terrible, c'est la foudre. La foudre, tout le monde connaît, c'est l'arme de Zeus par excellence. Alors, elle va toujours, le canal d'ouverture d'une décharge foudroyante va toujours s'accrocher aux éléments qui sont les plus hauts. Alors, sur la terre ferme, on connaît bien les clochers d'église qui sont foudroyés, les arbres qui sont foudroyés, et sur le lac, bien entendu, ce sont les mâts, les mâts des bateaux, les cheminées, éventuellement des bateaux à vapeur, etc. La foudre, elle est liée uniquement à la formation des cumulonimbus. Donc ces décharges électriques sont extrêmement violentes. La température d'un arc de foudre atteint facilement les 30 000 degrés. Et quand on pense à la température de la surface solaire, qui est de l'ordre de 5 000 degrés, c'est des températures extrêmement élevées. Ce qui est élevé également, c'est le courant de décharge de la foudre, qui peut atteindre, des mesures ont été faites au Japon, où on a atteint pratiquement 250 000 ampères. Et puis la tension également, qui dépasse le 1 million de volts. Il est toujours intéressant et très recommandé de se renseigner auprès en Suisse, c'est Météo Suisse, en France, ça peut être Météo France, etc., sur les conditions météo qui vont intervenir dans le courant de la journée. Il est bien clair que maintenant, avec les systèmes de téléphones portables, etc., on peut avoir accès de n'importe où à des renseignements minute par minute sur l'évolution du temps. C'est des systèmes qui sont extrêmement faciles à utiliser. Il s'agit d'animation, soit des précipitations, l'évolution des précipitations, d'animation, d'évolution des impacts de foudre, les rafales de vent, etc. Et ce sont tous des systèmes qui sont libres d'accès, donc absolument gratuits. On arrive à maîtriser la totalité de la prévision, je ne dis pas à long terme, mais à très court terme, c'est très précis. On dit toujours, et ça s'est vérifié, soleil en novembre, Noël en décembre. Merci.